Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Le renouveau de la formation professionnelle marocaine, c'est notre débat ce soir. Mais avant, voici l'édito. Au Maroc, quand on évoque la formation professionnelle, on a tendance, comme pour l'éducation ou l'enseignement, à l'assimiler à des concepts novateurs, quelquefois révolutionnaires. Ces acolytes qui reviennent sont développement, réforme, refonte, promotion et feuille de route ou encore décalage, crise et plan d'urgence. Il faut dire que depuis août dernier, c'est le branle-bas de combat côté autorité compétente pour trouver solution à cette équation à variables multiples et complexes. Résultat des courses, 3 copies corrigées par le souverain. Car malgré l'urgence, il ne faut surtout pas tomber dans les erreurs du passé. Des stratégies, des plans et des réformes qui ont clairement essuyé un échec retentissant depuis le discours de feu Sa Majesté le roi Hassan II qui appelait il y a 35 ans à réformer la formation professionnelle au Maroc. Pour le gouvernement actuel, la 4e copie qui fut présentée à Sa Majesté le roi Mohamed VI début avril comporte une nouveauté. Enfin, pas si nouvelle que cela en hexagone. Il s'agit de 12 cités des métiers et des compétences en référence aux 12 régions que compte notre royaume, avec un statut particulier, celui d'une SA dont le conseil d'administration est donc décisionnel, impliquera le triangle public, privé et collectivité territoriale. Et pour revenir à ce chiffre 12, il renvoie chez certains les 12 travaux d'Hercule, tant la mission relève presque de l'impossible, à cause peut-être d'un manque de confiance en l'exécutif avec cette question centrale. Comment cette équipe réussira-t-elle là où beaucoup ont échoué avant elle? Échoué à débloquer cet ascenseur social grâce et pour une jeunesse capable du meilleur comme du pire. Place au débat. J'ai le plaisir de recevoir pour son premier passage télé Loubna Tresha, directrice générale de l'OFPPT. Bonjour madame et merci d'avoir accepté l'invitation d'Eco-Débat. Bonjour Ihsan, c'est moi qui vous remercie de votre invitation. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour ce plateau. Mais nous serons ravis d'entendre en tout cas ce que vous en pensez de cette feuille de route, de nous l'expliquer, de l'expliquer aux téléspectateurs pour qu'on en sache plus sur l'avenir de la formation professionnelle au Maroc. En face, j'ai le plaisir de recevoir Alain André. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors, vous êtes donc représentant délégué du Conservatoire français des arts et métiers et plus précisément, vous représentez, n'est-ce pas, ou en tout cas chargé de mission auprès de l'administrateur général du CNAM, donc de ce Conservatoire français des arts et métiers. Bienvenue à vous aussi sur le plateau d'Eco-Débat. Merci de m'accueillir. Également sur le plateau aujourd'hui pour parler formation professionnelle, un expert en la matière, un expert en ressources humaines. J'ai le plaisir de recevoir Saïd Bellal. Bonsoir monsieur et bienvenue à vous aussi. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors vous avez dû le remarquer, une fois n'est pas coutume, je n'ai pas vraiment cité de chiffres dans mon édito et pour cause, je voudrais laisser Madame Tresha, directrice donc générale de l'OFPPT, de nous dresser le bilan, le diagnostic en chiffres de la formation professionnelle au Maroc. Je vous en prie, madame. Merci, Ihsan. Donc, permettez-moi déjà de dresser le contexte global dans lequel s'est inscrit ce diagnostic. La formation professionnelle vit aujourd'hui, plus que jamais, un contexte global favorisant la transformation. Au niveau international, nous assistons à une évolution sans précédent des technologies qui impacte significativement les profils et les compétences recherchées. Donc en plus du digital qui impose au monde connecté d'aujourd'hui et de demain de penser le business autrement, de s'outiller des nouvelles compétences pour ne pas manquer ces dynamiques mondiales, nous assistons également à une profonde mutation des métiers dits classiques ou traditionnels. Nous parlons aujourd'hui d'industrie 4.0, d'industrie propre, d'intelligence artificielle, de bâtiments connectés ou encore de villes vertes. Donc, les spécialistes en la matière confirment que cette tendance va se poursuivre dans le futur et qu'il est indispensable de préparer les nouvelles générations à plus de dynamique, on va dire, d'évolution des compétences métiers, ce qui nécessite sans aucun doute plus de polyvalence et une grande capacité d'adaptation. À ce contexte général s'ajoute notre contexte national qui veut que notre pays, ayant parcouru honorablement un chemin
considérable depuis les premières années d'industrialisation et de développement des services au Maroc, se donne de plus grandes ambitions économiques et de développement durable pour l'avenir, afin de faire de notre pays une plateforme économique fleurissante et d'assurer en conséquence un avenir prometteur pour notre jeunesse. Donc, compte tenu de cela, la qualification du capital humain est primordiale, voire vitale, pour réussir ces objectifs, on va dire, particulièrement à une époque où la compétitivité des entreprises se joue sur la base d'actifs immatériels tels que le savoir-faire, la compétence et le savoir. Donc, nous savons aussi que notre pays s'est engagé dans une politique de régionalisation avancée qui se veut catalyseur d'un développement inclusif et équilibré qui respecte les particularités de chaque région. Donc, c'est dans ce sens que Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a appelé à travers ses derniers discours royaux à une restructuration profonde du dispositif de formation professionnelle, comme vous le savez, afin d'améliorer cette adéquation formation-emploi, capable d'offrir donc un meilleur avenir pour notre jeunesse. Alors quand et vous dites, Madame Trécha, je me permets de vous Oui, interrompre si vous le permettez, quand vous dites de cette jeunesse, on parle de combien de jeunes aujourd'hui? Combien de centaines de milliers de jeunes qui sont concernés par cette formation professionnelle au Maroc? Quand on parle de la formation professionnelle, on parle actuellement de près de 400 000 jeunes qui sont inscrits au sein de nos établissements pour bénéficier de cycles de formation et la demande reste croissante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons un dispositif qui offre ces 400 000 et nous projetons d'augmenter cette capacité pour absorber toute la demande de notre jeunesse. Très bien. Donc, ceci concerne aussi bien notre dispositif de formation initiale diplômante que qualifiante. Très bien. Alors, quand on parle de ces formations-là, quand on parle de formation professionnelle, je me tourne vers Saïd Bellal. Est-ce que cette perception de la formation professionnelle n'est-elle pas reléguée ou assimilée à un échec scolaire dans notre société? Oui, si on veut revenir un peu à l'historique, effectivement, il y a ce sentiment. Parce qu'avant, toutes les personnes qui ne réussissaient pas dans le cycle normal, et quand elles avaient la chance, en plus, elles passaient à la formation professionnelle. Systématiquement, à ce moment-là, les gens donc, ont assimilé la formation professionnelle à un échec. Mais c'est une erreur monumentale. Parce que je donne simplement une donnée pour un peu comprendre que ce débat est très important et ce que le Maroc est en train de faire est quelque chose de stratégique et qui peut donner vraiment beaucoup à l'économie marocaine, puisqu'on sait qu'il y a une forte corrélation entre la formation professionnelle et la productivité. Et donc la productivité elle-même, elle a un impact direct sur le PIB. Sur la croissance, absolument. Et d'après des calculs qui ont été faits par l'OCDE et corroborés aussi par des expériences réelles, il se trouve que, je vous donne par exemple un exemple pour la France, que je viens de voir. La France réserve à peu près, tout compris pour le budget de sa formation professionnelle, 32 milliards d'euros par an. Mais elle comprend aussi, disons, les prises en charge, l'hôtellerie, etc. Tout ce qui concerne, pas seulement la formation uniquement, c'est 32 milliards. Et quand on rajoute 1% à ces 32 milliards, ça a un effet, bon, il n'est pas direct, mais d'après les calculs, et ça a été fait par l'OCDE sur 25 pays, pour la France, ça a un impact de 7,4 milliards d'euros sur le PIB. 7 milliards d'euros de plus dans le PIB, avec 1% seulement d'apport sur ces 32 milliards. Quand même, c'est extraordinaire, voilà. Absolument. Donc... Mais quand on parle recrutement, est-ce que le profil issu de cette formation professionnelle est-il favorisé ou peut-être relégué au rang, pas de cadre, mais en tout cas d'exécutant, tout simplement? Vous êtes expert en recrutement, je vous pose la question. Souvent, les entreprises, pour des postes, comment mesurer comment l'entreprise donne de l'importance au poste? C'est en fonction de la manière dont elle recherche le profil. Et donc souvent, pour des cadres supérieurs ou des cadres dirigeants, elles passent par l'extérieur généralement, un cabinet de recrutement. Mais quand il s'agit de ce type généralement de profil, généralement, elles le font elles-mêmes. Soit par des concours internes quand il y a beaucoup de monde, soit directement quelqu'un qui est responsable du recrutement ou dans la RH qui s'en occupe. Et donc, ce n'est pas le même
niveau d'importance qu'on donne effectivement. Et on s'adresse souvent aux écoles directement pour ce type de profil. Donc on ne passe pas par le marché ou par les cabinets de recrutement. Pourquoi? Parce que ça ne mérite pas? Parce qu'aujourd'hui... Non, ce n'est pas parce que ça ne mérite pas. D'abord parce que nous avons effectivement un problème. Ça peut être rédhibitoire, même par rapport à cette jeunesse, à ce jeune qui se dit, bon, ben, pour le coup, je vais être peut-être intérimaire dans une entreprise, dans une usine, et finalement, et c'est d'ailleurs, même les chiffres le disent, 33% des diplômés de la formation professionnelle occupent des postes en déclassement, c'est-à-dire que c'est des sous-postes finalement. Donc peut-être que ça ne motive pas finalement le jeune à emprunter ce chemin de la formation professionnelle. Mais à mon avis, le problème n'est pas là, le problème est surtout dans la qualité de l'enseignement en général et de la formation. Très bien. Parce qu'on parle de formation. Et donc, quand on aura des personnes, chaque fois qu'il y a des personnes qui sortent du lot, et il y en a, effectivement, ceux-là, ils n'ont pas de problème généralement. Et quand ils sont bons, pourquoi il y a ça? C'est qu'ils restent dans l'entreprise et ils font carrière dans l'entreprise plus que les cadres ou les cadres supérieurs. Très bien. Je me tourne. Oui, peut-être une réaction. Oui. Peut-être je voudrais faire réagir aussi M. Alain André, et puis je reviens vers vous, Loubna Trécha. Alors, quelle est justement la population cible pour cette formation professionnelle? Peut-être en France et aussi au Maroc, vu votre expérience dans le Royaume. Alors la population cible au Maroc, c'est certainement la jeunesse. La jeunesse qui peut le tout, vous l'avez dit tout à l'heure, et le pire, le bien et le pire. Donc aujourd'hui, ce qui se pose, et là je réagis par rapport à ce qui a été dit là, en France, aujourd'hui, le président Macron a fait une priorité de la formation professionnelle. Il a véritablement axé les choses là-dessus. Nous sommes nous-mêmes en pleine réforme. Elle est encore en balbutiement. On ne sait pas très bien où on va. On parle du CNAM? Non. Ah, de la France, de la République française. De la formation professionnelle en France. Oui. D'une manière générale. Et donc, il faut savoir quand même que la formation professionnelle est une chose, un problème auquel on s'attaque, qui est excessivement difficile. Alors, si on parle du CNAM, on a été créé en 1794. Malgré notre expérience, on a tout essayé et on n'a rien résolu. Mais on a progressé. Donc, je crois, si vous voulez, qu'il faut voir les choses d'une manière absolument concrète. On notait tout à l'heure que souvent, les jeunes sortant de l'office étaient des gens qui étaient quelque part déclassés. Ça vient souvent du côté de l'environnement familial. C'est une révolution sociétale que nous avons vécue. Il n'y a pas tellement longtemps, et encore aujourd'hui, vous avez des jeunes qui apprennent chez les potiers, chez les dinandiers, et n'importe quel métier de l'artisanat. De l'artisanat, oui. Ça peut être basique, mais ça peut être aussi, comme le fait l'Office au sein de la formation en master de l'artisanat, à très haut niveau. Le tout, c'est une question de moyens et de volonté pour aller vers le plus haut. Je crois qu'aujourd'hui, de toute manière, quoi qu'il en soit, la formation professionnelle passe par plusieurs choses. La première, c'est un rapprochement absolument indispensable entre l'entreprise et les établissements de formation. Aujourd'hui, il y a trop de distance. Il y a plusieurs parades à ça, facile. Et pourtant, c'est grâce à la taxe payée par l'entreprise que finalement, on peut dispenser de la formation professionnelle à ces jeunes-là. On y reviendra par rapport au financement. Oui, je vous en prie. Deuxièmement, vous avez à la fois un mixage de formation académique et de formation technique. C'est absolument indispensable. Parce qu'on va déboucher sur des gens qui, si on ne fait que du technique, qui seront des seconds couteaux. Des techniciens. Sinon, ils auront le moyen de réagir, de réfléchir et de proposer des solutions. Ça, c'est excessivement important. Très bien. Et le dernier point, c'est le domaine des langues. C'est un point où il faut absolument insister, mais très sérieusement. Et nous allons insister justement sur ce point tout au long de l'émission. Car aujourd'hui, on est dans le cadre de la mondialisation. Et si on ne fait pas ça, la mobilité ne se fera pas. Absolument. Il ne faut pas oublier, et c'est ma conclusion, que nous sommes dans une société qui aujourd'hui va connaître des changements pour les jeunes de demain,
d'activité au moins 3 fois dans leur vie. C'est à peu près ce qu'on a estimé. Il faut savoir les repositionner, pouvoir les récupérer, les reformer. Et donc, vous allez voir que la formation professionnelle, du même coup, est très proche de la formation tout au long de la vie. C'est ça. Voilà. Ça ne concerne finalement pas que les jeunes, pour revenir justement à votre point d'attaque, que justement la population cible aujourd'hui au Maroc concerne à 100% presque les jeunes, or que la formation professionnelle, elle concerne finalement tout le monde tout au long de sa vie professionnelle. À la fin de formation tout au long de la vie. Absolument, absolument. Alors, juste par rapport à... Peut-être vous vouliez réagir, Madame Trécha, par rapport à ce qu'a dit M. Blel. Et aussi, je voudrais, juste pour qu'on clôt ce point sur le diagnostic, le Conseil supérieur d'éducation, de la formation et de la recherche scientifique a livré un diagnostic. Est-ce que l'OFPPT, donc la tutelle de manière générale, s'est basée sur ce rapport pour établir non seulement le diagnostic, mais aussi la feuille de route? Oui, merci. Donc j'aimerais, s'il vous plaît, apporter juste mon avis par rapport à la perception justement de la formation professionnelle que vous dites comme voie de deuxième chance, pour dire que justement il s'agit d'une erreur, comme a dit M. Blel, et culturelle, comme l'a souligné André. Donc si nous prenons l'exemple des pays qui ont su développer un tissu économique et une grande industrie, on trouve que 80% de la population est orientée vers la formation professionnelle. Parce que si nous prenons la structure d'une organisation, elle est faite majoritairement de techniciens, d'opérateurs, avant d'être gérée par des managers. Et ça rejoint ce qu'a dit M. Blel, moi, c'est mon avis. Si les organisations ou si les entreprises recourent à des cabinets de recrutement pour rechercher des profils pointus ou de management ou de gestionnaire, elles considèrent en même temps que la catégorie qui ressort de la formation professionnelle fait partie généralement du core business de l'entreprise. Oui, et donc, elle recourt à un recrutement par le biais des process internes. C'est mon avis sur le sujet. Si je veux compléter la question du diagnostic, je voudrais vous dire que c'est parti d'une analyse critique et analytique de l'offre de formation actuelle pour mesurer dans un premier temps les écarts qu'elle représente par rapport aux besoins réels des entreprises. Donc l'idée, c'était d'identifier les filières obsolètes qui doivent être supprimées, celles dont les contenus doivent être mis à jour et les nouvelles qui ne sont pas adressées actuellement, relevant aussi bien des métiers conventionnels que des nouveaux métiers et qu'il faudrait intégrer aux nouveaux dispositifs de formation professionnelle. Donc, en plus de cela, le diagnostic a porté, bien entendu, sur les méthodes, les modes et les équipements pédagogiques utilisés pour la formation, sans oublier l'encadrement, croyant bien sûr que le formateur est le garant de la qualité de la formation, ainsi que l'aspect de gouvernance qui a été central dans ce diagnostic. Les limitations qui ont été identifiées. Les faiblesses qui ont été identifiées. Je dirais les limitations pour rester plus positive. Moi, je suis restée juste sur la terminologie peut-être du Conseil supérieur de l'éducation et de la formation. On est bien les limitations. D'accord. Alors, ces limitations peuvent être résumées comme suit. En premier lieu, il y a justement la difficulté d'anticiper les besoins du marché et de systématiser la planification des formations adéquates. La faible synergie entre le monde de la formation et le monde de l'entreprise. L'obsolescence d'une partie des contenus. Le vieillissement d'une partie du patrimoine, donc les équipements pédagogiques, les infrastructures. Si toutefois ils y sont. Toutefois, ils y sont en nombre suffisant pour tous les personnes ou en tout cas les jeunes qui se dirigent vers ces instituts de formation. Donc il y a une disparité significative, étant donné que nous avons un patrimoine qui date des années 70 et des centres qui ont été réalisés pas plus tard que 2, 3, 4, 5 ans. Donc il y a une certaine disparité. Donc à cela s'ajoutent deux constats essentiels portant sur l'insuffisance des modules dédiés aux langues et à la communication et la faible inclusion du numérique dans le processus d'apprentissage. Donc ce sont les principales limitations relevées. Et bien sûr, un grand nombre d'études ont été exploitées pour permettre l'élaboration de la nouvelle feuille de route, dont font partie plusieurs rapports du HCP et du Conseil supérieur. Alors, parmi les défaillances relevées, il y a aussi
bon, la perception négative de la formation professionnelle, on en a parlé. Donc c'est parmi même les constats, n'est-ce pas, de ce conseil. Saïd Blel, est-ce que vous avez peut-être vu ce rapport du Conseil supérieur par rapport justement à ce diagnostic? Est-ce que vous avez, vous, relevé en tant que professionnel et expert en ressources humaines d'autres faiblesses et, pour reprendre le terme de Madame Trécha, limitations? Oui, il y a les faiblesses, qui sont dites. Et bien sûr, c'est des personnes qui sont du domaine public qui ont fait ce rapport. Donc, ils tiennent compte aussi de l'environnement dans lequel ils sont et puis des termes qui sont choisis pour le dire. Mais c'est vrai qu'il ne faut jamais nier l'effort qui a été fait. Mais l'effort a été fait surtout en termes quantitatifs. Pendant des années, on a privilégié le quantitatif aux dépens du qualitatif. C'était une volonté pour des raisons qui à ce moment-là, avaient leur justificatif, mais avec l'évolution, on s'est rendu compte qu'effectivement, ça n'a pas répondu aux besoins. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas, malgré tout, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé d'interaction entre les entreprises et l'office, et il n'y en a pas assez. C'est-à-dire que chacun tourne dans son monde en vase clos relativement, et c'est la pire des choses. On ne peut pas déterminer ce que veut le marché, etc., si on ne va pas vers le marché. Et le marché lui-même doit savoir ce qu'il veut pour aussi communiquer ce qu'il veut à tous ses partenaires. Et donc, sur ça, nous avons beaucoup d'efforts à faire au Maroc. La troisième chose, je dirais, c'est aussi de permettre, et ça c'est très important, quand on a parlé de la perception de la formation professionnelle, c'est donner des équivalences. D'accord ? Plus l'élève évolue, d'accord, plus il a des capacités, plus il peut avoir des équivalences avec l'enseignement normal jusqu'au doctorat ou jusqu'à un poste d'ingénieur. Vous parlez en fait de ce concept de validation validation, c'est autre chose. Non, ce n'est pas cela. Très bien. Juste parce que ça peut créer peut-être confusion. Non, en tout cas, ça crée confusion chez moi, donc peut-être aussi chez les téléspectateurs. Donc en fait, ce que vous dites, c'est que selon le niveau atteint par le candidat, on pourrait peut-être, c'est comme une diplomation finalement, un diplôme qui soit plus élevé que celui qu'il a reçu au début. Par exemple, les ISTA aujourd'hui, d'accord, c'est le niveau supérieur de l'office, ils peuvent avoir des équivalences avec Bac plus 3. Voilà, et très bien. Quand quelques-uns puissent continuer à faire des licences professionnelles, même si c'est déjà à peu près le même niveau. Et en quoi cela est différent par rapport justement à l'équivalence, par rapport à cette question d'équivalence, par rapport à l'expérience? Donc vous avez dit que ce n'était pas la même chose, Monsieur André. Donc quelle est la différence? L'apprentissage tout au long de la vie et aussi qu'il y ait Je dis à la fin que justement l'apprentissage tout au long de la vie rejoignait la formation professionnelle. Très bien. Et donc, moi j'approuve totalement ce qui vient d'être dit. C'est très vrai qu'aujourd'hui, en ce qui nous concerne, nous avons, je parle de la France et du Maroc, un accord d'État à État au niveau de l'enseignement supérieur professionnel pour l'accompagnement et justement la reconnaissance des diplomations à haut niveau. Dans une semaine, j'ai rendez-vous avec le ministre de l'Enseignement supérieur sur ce point. C'est un projet excessivement important parce qu'il va permettre justement d'aller de l'avant, de franchir une étape. C'est le projet AMEL, Espoir. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'espoir sur cette réforme de la formation professionnelle. Mais qu'en est-il concrètement de la validation des acquis? Voilà, je cherchais ce mot et je l'ai retrouvé. La validation des acquis et expériences, ce qu'on appelle la VAE. Ah, ça c'est tout autre chose. Voilà, c'est pour cela que je voulais qu'on explique. Voilà. C'est une chose que nous pratiquons depuis fort longtemps et que je pense que nous sommes à peu près les seuls à pratiquer au Maroc aujourd'hui. La validation des acquis de l'expérience est d'abord, il faut le savoir, une volonté de l'individu et non pas d'un organisme. Encore faut-il qu'il soit informé. La validation de l'expérience. Mais vous avez d'autres validations. Vous avez la validation des études supérieures. Très bien. Qui permettent d'avoir un niveau pratiquement équivalent avec un minimum de formation complémentaire. Vous avez la validation, qu'on appelle la VAP 85,
qui permet d'éviter les prérequis de certaines formations, si la personne a de l'expérience professionnelle. Et enfin, vous avez la VAE. Mais la VAE, elle, demande un travail beaucoup plus approfondi, qui dure à peu près 6 mois, de tête à tête avec des personnes spécialisées, avant d'être présentée à un jury qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne verra jamais, parce que c'est par transmission Internet. Et elle soutient sa demande, et elle reçoit une partie ou la totalité de sa diplomation. À titre d'exemple, je vais vous citer, par exemple, au Maroc, nous avons diplômé une personne qui dirige un grand office, l'informatique d'un grand office. Il a participé à un jury à titre professionnel. Il a posé des questions tellement bonnes qu'à la fin, je lui ai dit « Quelle formation avez-vous reçue ?» Il m'a dit « Je suis autodidacte. » Je lui ai dit « Monsieur, venez me voir, parce qu'on a la VAE. » Il est venu me voir et me dit « D'accord, je vais faire une licence. » Je dis « Non, vous allez faire le diplôme d'ingénieur. Wow. » Il a fait le diplôme d'ingénieur comme ça. En 6 mois, ça lui a coûté 1500 dirhams en tout. Extraordinaire. Il a le même diplôme que n'importe quel ingénieur en France. En tout cas, de 2006. Ça donne espoir, puisque vous parlez de l'espoir. Le gros blocage ici, actuellement, c'est que ce projet est en cours d'évolution, mais qu'il a été longtemps bloqué au niveau du secrétariat général du gouvernement. Très bien. Nous allons y revenir et nous allons faire réagir aussi Madame Trécha, puisqu'elle représente justement le gouvernement sur ce plateau. Madame, messieurs, je vous propose de continuer cette discussion juste après cette courte pause. Merci de rester avec nous tout de suite. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous regardez Codébat, consacré aujourd'hui au renouveau de la formation professionnelle au Maroc. Avant la pause, Alain André, donc, qui représente aujourd'hui le CNAM, nous parlait de cette expérience, de cette histoire qui donne beaucoup d'espoir à des jeunes et des moins jeunes qui ont cette expérience en entreprise, mais qui sont autodidactes, de cette personne qui était autodidacte, qui dirigeait un département d'ingénierie ou informatique et qui finalement a réussi à décrocher un diplôme d'ingénieur informatique en 6 mois. En tout cas, qu'en est-il vraiment pour nous au Maroc? Je pose la question à Loubna Trécha, qui est donc à la tête de l'OFPPT. Alors déjà, sur le cadre juridique, aujourd'hui, est-ce que c'est valable? Est-ce que cette diplomation est valable sur le marché du travail et pour peut-être travailler ailleurs? Exactement. Donc le cadre dans lequel cette validation des acquis peut être déployée part justement d'un cadre réglementaire qui reconnaît ces acquis selon un référentiel reconnu au niveau national. Donc ce projet-là fait partie du projet de la loi cadre qui est en cours de discussion et qui verra, nous l'espérons, bientôt le jour. Ce qui est certain, c'est que le diplôme qu'a décrit M. André, étant un diplôme reconnu en France, il permettra bien sûr aux concernés de pratiquer au Maroc. Toutefois, ce n'est pas un diplôme qui pourrait être accrédité dans le cadre de la réglementation marocaine actuelle. Donc, nous avons plusieurs cas de personnes justement qui accumulent des compétences extraordinaires pendant leur vie professionnelle. Et aujourd'hui, l'un pour moi des leviers qui permettront de redorer l'image de la formation professionnelle, c'est la mise en place du cadre réglementaire pour le déploiement de la validation des acquis et de l'expérience. Par ailleurs, il y a aussi la question des passerelles et du rehaussement du niveau de formation au sein du dispositif de la formation professionnelle, qui reste justement le deuxième levier très important, qui permettra donc à la formation professionnelle de ne pas être un choix irréversible. La personne s'étant orientée vers la formation professionnelle devrait pouvoir évoluer selon ses aspirations vers l'université ou encore vers un diplôme supérieur de la formation professionnelle, tel que la licence professionnelle qui a été citée par Siblel. Et à ce sujet, les discussions sont en cours donc avec la tutelle qui, aujourd'hui, a l'avantage de regrouper l'ensemble de l'écosystème, éducation, formation professionnelle et enseignement supérieur, ce qui favoriserait, nous sommes positifs, donc une fluidité justement de passerelle entre les trois segments de l'écosystème. Alors, on parle de cet écosystème, donc on va construire tout un écosystème. Est-ce qu'aujourd'hui,
on a cet ingrédient miracle pour cette fluidité justement entre les différents départements? Donc, l'erreur pour moi serait de continuer à considérer le segment formation professionnelle comme une pièce isolée, ou encore l'enseignement supérieur, ou encore le monde économique et le marché de l'emploi. La chose à laquelle nous avons été le plus sensibilisés pendant cet exercice, c'est la nécessité d'avoir une approche intégrée qui intègre la formation professionnelle et au-delà, donc tout l'écosystème de formation, dans une chaîne de valeur économique où il y a donc un échange d'informations qui permettent d'anticiper les besoins des entreprises, des différents écosystèmes, de planifier à l'avance les formations adéquates pour mettre à leur disposition les compétences requises pour leur développement, et donc continuer ce processus dans la durée, compte tenu des évolutions perpétuelles, on va dire, des besoins du marché de l'emploi en termes de compétences. Alors, on va peut-être vraiment attaquer cette feuille de route finalement, parce que c'est la deuxième partie de l'émission et il faudrait vraiment qu'on aille dans le détail. Alors, tout d'abord, quelle a été la méthodologie qui a été adoptée pour mettre en place cette feuille de route? Et aussi, est-ce qu'il y a eu des benchmarks, notamment pour l'établir, et sur quelle base ces benchmarks ont été faits? Bref, je viens de vous poser 3 questions. Voilà. J'essaierai de les traiter une à une. Donc, comme vous le savez, la feuille de route, la réflexion sur la feuille de route est partie des orientations, des hautes orientations royales qui ont été données par Sa Majesté le Roi à l'occasion des 3 derniers discours de la fête du trône, de la révolution du roi et du peuple et de l'ouverture de la dernière session parlementaire, et qui ont tracé, on peut le dire, les grandes lignes de cette transformation. Sa Majesté a ensuite institué une commission multisectorielle afin de permettre de traiter cette question d'une manière intégrée, en tenant compte des besoins réels de chaque secteur sur les moyens et long terme, et de chacune des régions. Donc, l'objectif est d'assurer à la fois l'accompagnement et du développement des écosystèmes économiques régionaux, et le rehaussement de la performance globale nationale. Donc, la réflexion autour du nouveau modèle a tenu à apporter, bien sûr, les solutions optimales aux limitations que j'ai citées préalablement. Donc, en pensant ce nouveau dispositif, à travers un nouveau modèle, un nouveau standard réunissant toutes les conditions nécessaires pour une formation de qualité qui permettra de confirmer la formation professionnelle comme voie d'excellence et de faire de la compétitivité en même temps un avantage compétitif pour l'économie marocaine. Très bien. Et il y a aussi cet aspect régional. Nous allons y revenir. Peut-être un point ou peut-être une réaction de Saïd Blel par rapport à cette feuille de route présentée au souverain, et aussi sur les principaux points qu'elle a finalement soulevés, et surtout sur la réalisme, merci Madame Trécha, sur le réalisme de ces ambitions très ambitieuses, si je peux me permettre ce pléonasme. Merci. Avant, il y avait la stratégie nationale de la formation professionnelle, les feuilles de route. Bon, j'avais lu et que j'avais trouvé, pour dire le mot, révolutionnaire, mais c'était théorique, donc sur le papier. C'était il y a 2 ans, 2015, oui, c'était en 2015, pour 2015-2021. 2016-2021, plan quinquennal. Hein. Voilà, et ça n'a pas... Mais sur le papier, c'était quelque chose de vraiment formidable qui n'a pas... J'espère que maintenant, ça va être initié, sincèrement, et surtout avec les cités, les métiers et des compétences, qui vont pouvoir aussi s'adapter à chaque région, à ses potentialités, d'accord, et à ses besoins réels. Et ça va peut-être donner un nouveau départ pour la formation. Ceci dit, moi je crois que le plus important, c'est qu'on attend tous les 10, 15, 20 ans pour faire une réforme. Aujourd'hui, il faut que ce soit quelque chose de continu. Nous sommes dans un monde qui évolue à une vitesse inimaginable.
D'accord ? Tout va changer dans les 5 ans à venir et encore pire dans les 10 et les 15 ans. Le monde va être complètement différent dans les 30 ans à venir, complètement. Peut-être que 50% des emplois qui existent aujourd'hui n'existeront plus dans une trentaine d'années. Donc tout ça, et s'il n'y a pas une évolution tout le temps, donc si une réforme continue tout le temps, on ne pourra pas répondre. Et on aura toujours ce type de problème, c'est-à-dire on passera toujours par des crises. Donc il faut, D'où la loi cadre, changer, justement, changer pour le une mindset. continuité. Non, il faut peut-être changer le mindset et arrêter de changer à chaque fois la stratégie. Oui, définir une stratégie, mais surtout s'y se donner atteler, les moyens d'évoluer avec ces stratégies. Quand vous dites moyens, Les moyens humains, les moyens financiers, les moyens en termes logistiques, les moyens en termes techniques, en termes surtout pédagogiques aussi. Tout ça compte, le temps, enfin tout ça. Et c'est énorme ce qu'il y a à faire. Donc je leur souhaite beaucoup de courage. C'est vrai que c'est énorme ce qu'il y a à faire. Mais ça vaut le coup, réellement. Ça vaut le coup parce que pour moi, c'est une mine de richesse inimaginable. Vous ne pouvez pas vous rendre compte qu'est-ce que ça peut donner à l'économie marocaine que de donner toute l'importance qu'il faut à ce secteur. À ce secteur de la formation professionnelle. D'autant plus que je vais vous dire seulement Oui, bien sûr. On s'est rendu compte aussi que quand vous prenez des jeunes ou des personnes qui n'ont jamais eu droit à la formation et qui travaillent déjà, et que vous leur donnez une formation, d'accord, l'effet est immédiat d'abord, et la productivité augmente beaucoup plus que quand vous la donnez à des personnes qui ont déjà été formées. D'accord ? Et donc, au Maroc, nous avons vraiment un terreau énorme à ce niveau-là et on peut gagner énormément de ce point de vue. C'est sûr, parce que vous avez parlé justement de ces 1% ajoutés dans le budget de la formation professionnelle en France et les 7% indirects finalement sur la croissance de manière générale. Vous avez évoqué, Saïd Blel, ces cités. Donc c'est le projet phare, si je puis me permettre, de cette feuille de route de la réforme de la formation professionnelle, la cité des métiers et compétences. Je me tourne vers Alain André. Alors, la Cité des métiers, c'est quelque chose que vous connaissez très bien en France. Selon la définition de Wikipédia, ce sont des espaces de conseil et de ressources ouverts à tous les publics, jeunes scolarisés ou non, et adultes demandeurs d'emploi, aussi bien d'actifs occupés en recherche de repères de conseils et d'informations sur les métiers et tout simplement la vie professionnelle. Cette expérience est-elle réussie en France ? A-t-elle montré ses limitations ? Sinon, les limites sont toujours repoussées. Voilà. Mais je vais vous dire une chose, nous en France, nous avons 150 points de vente de formation sur le territoire. On s'est longtemps basé sur l'appui des régions. Donc nous avions régulièrement des subventions pour les formations que nous donnions. Le grand tort que mes collègues ont eu, c'est d'attendre la subvention de la région pour établir leur budget, et non pas d'en faire la cerise sur le gâteau. Et du jour au lendemain, les régions ont serré leur budget, et du même coup, qu'est-ce qui a payé le premier ? C'est la formation. Et donc, la plupart de nos centres régionaux se sont trouvés dans des situations financières excessivement délicates. Aujourd'hui, alors qu'ils étaient plus ou moins autonomes, on est obligé de les quelque part rapatriés au sein de l'établissement mère. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que maintenant, au lieu d'être totalement autonome, avec un président et un directeur qui peut établir le budget, la formation, qui peut faire, etc., il est rattaché à l'établissement public, et donc du même coup, est géré comme l'établissement public. Et comme l'établissement public le veut. Donc les règles de gouvernance, si vous voulez, ont changé. Et pour vous, c'est positif ? Est-ce que c'est positif ou négatif ? Prudent vis-à-vis de cette régionalisation qui est fructueuse parce que ça permet de couvrir tout le territoire. Et effectivement aussi, il ne faut pas oublier une chose, c'est que de plus en plus, nous allons vers la digitalisation des formations, vers la formation à distance, en numérique, et qu'elle prend aujourd'hui le dessus, qui sera demain chez nous, au CNAM, véritablement l'axe fort en 2021. Et cette formation continue ne doit pas se faire non plus n'importe comment.
elle doit être contrôlée et hyper contrôlée. Et surtout accompagnée. Je parle principalement du Maroc. Les jeunes Marocains n'ont pas l'habitude de travailler autrement qu'en face à face. Ils ont beaucoup de difficultés à suivre des cours à distance. On est quand même réussi avec des systèmes de chat courants toutes les semaines avec leurs professeurs, avec les autres élèves qui suivent les mêmes cours en France ou ailleurs, à leur faire admettre que des cours, disons, accompagnés leur permettaient de ne pas décrocher très vite. Également, le fait de les soumettre à des examens récurrents et répétés dans l'année fait qu'on situe très vite le point de cassure. Actuellement, on a réussi à diplômer des ingénieurs en formation à distance. On a diplômé énormément de gens en entrepreneuriat. Alors, ce que vous dites, juste pour résumer peut-être, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que pour vous, ce concept de cité des métiers et des compétences tel qu'il a été établi en France et aujourd'hui avec ce changement de gouvernance est obsolète face à la digitalisation et face justement à la formation à distance? Je dis, c'est pas tout à fait pas obsolète, mais peut-être dépassé. Ce que je dis, je me suis peut-être mal exprimé. Ça veut dire que d'ici 2021, j'ai bien précisé, c'est une chose qui va devenir absolument générale. Pourquoi? Parce que nous constatons même que dans une ville comme Paris, des gens qui autrefois venaient au centre CNAM suivre des cours, les suivent de préférence chez eux, plutôt que de perdre 2 heures dans le métro à aller suivre les cours en présentiel. Sachant qu'à ce moment-là, il faut qu'ils soient parfaitement Voilà, bien. donc la formation à distance est primordiale par rapport à ces cités, pour vous. Elle prend le dessus. Elle prend le dessus. Très bien. C'est un projet d'avenir pour le Maroc, Oui. c'est Cité des métiers et des compétences. Êtes-vous d'accord avec ce que vient d'évoquer M. Alain André? En partie, oui. Oui. Et d'ailleurs, j'aimerais clarifier dans ce sens que la régionalisation qui a été faite pour les cités des métiers et des compétences est plus une régionalisation déjà en termes de conception, pour être en phase avec les besoins réels de la région et des entreprises de la chaîne de valeur économique régionale. Très bien. Donc, c'est cette logique d'ancrage économique régional qui a primé, d'où l'aspect Contrairement à régionalisation. voilà. Je reviendrai sur la gouvernance aussi. Donc, c'est vrai que la priorité de ces cités, c'est d'accompagner le développement de la chaîne de valeur économique régionale en dispensant une offre de formation en phase avec les besoins réels des entreprises. C'est pourquoi nous retrouvons des pôles agriculture ou agro-industrie au sein des régions abritant des agropoles. On va retrouver les pôles santé près des CHU. On va retrouver par exemple l'automobile à Tanger, à Casablanca, du côté de Knetra ou encore justement du côté de Fès. Tourisme. Tourisme, c'est une discipline plus transverse qui est plus... c'est-à-dire qu'on retrouvera justement de manière plus généralisée au sein des cités, ou encore le digital, qui est vraiment qui reste sur l'axe Casaraba. Non, non, du tout. Non. Le digital, c'est pour les 12 cités. C'est l'intelligence artificielle qui est maintenue sur l'axe Casaraba, vu justement l'implémentation du tissu économique, parce qu'il y a cette logique d'ancrage économique. Très bien. Donc, d'un point de vue gouvernance, mais là, le choix des secteurs n'est pas la seule particularité des cités. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, elles ont été conçues selon un modèle innovant, un nouveau standard de qualité, en partant d'une gouvernance complètement en rupture avec ce que nous avons aujourd'hui. Donc la tripartite, une gouvernance tripartite Au-delà, au-delà de ça. Au-delà, donc la gouvernance pendant la phase opérationnelle de gestion sera assurée à travers une société de gestion, SA, entre l'OFPPT et les professionnels, en plus, bien sûr, du conseil d'administration tripartite réunissant les représentants de l'État, des professionnels et de la région. Donc c'est pour le niveau de pilotage stratégique. Au niveau opérationnel, nous aurons pour la partie enseignement général et compétences transverses, des ressources peut-être qui seront détachées de l'OFPPT, mais pour la partie expertise métier, là, nous rechercherons des profils pointus au sein du monde professionnel. Et les sociétés de gestion seront outillées en termes de moyens et de ressources pour garantir justement un niveau de qualité avec tous les moyens requis
Puisque vous parlez de moyens, nécessaire. alors cela devrait coûter, selon ce qui a été présenté par le ministre de tutelle donc devant le souverain, donc de cette feuille de route, quelques 3,5 milliards de dirhams. Comment sera financé ce projet ? Donc, nous savons aujourd'hui que le fonds Hassan II financera ce programme à hauteur de 2 milliards de dirhams et le reliquat sera apporté à travers le budget de l'OFPPT, parce qu'il faut signaler qu'il y a un certain nombre de pôles qui sont inclus à la feuille de route, qui sont d'ores et déjà pris en charge par l'Office. Si nous prenons les instituts de formation dans les métiers de la santé ou les pôles santé au niveau de Casablanca et de Rabat, ce sont les mêmes projets que nous sommes en train de réaliser, qui ont été signés dans le cadre d'une convention avec le ministère de la Santé, des Finances et notre ministère de tutelle en septembre dernier. Donc, nous... Non, mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas... S'il n'y a pas cafouillage, qu'adviendra-t-il de ces instituts qui existent déjà? Si ces cités voient le jour, donc normalement elles devraient voir le jour vers 2021. À partir de 2021. À partir de 2021. Mais qu'en est-il des autres instituts? Est-ce que ça va... Ils vont être complémentaires. Enfin, voilà, j'aimerais clarifier. Donc, oui. Il y a j'apporterai ma clarification à travers 2 éléments de réponse. Dites-moi. Donc, d'abord, ces cités ne sont pas parties d'un modèle de benchmark bien précis. Elles ont, et croyez-moi, parce que j'ai contribué à la réflexion, ça a été construit vraiment pour répondre à nos besoins. L'idée, c'est que nous voulions des cités déjà, c'est-à-dire passer à un nouveau modèle, de nouvelles plateformes pour la formation professionnelle, parce qu'il y a un constat aussi qui est relevé, c'est que généralement les jeunes s'adressent vers le centre de formation professionnelle le plus proche de leur habitation ou de leur et donc du coup ils n'ont pas forcément un grand choix en termes de métiers et de filières. D'où c'est-à-dire c'était la première idée ou le premier constat qui a poussé la réflexion vers ces plateformes multisectorielles qui offrent également l'avantage d'être multidisciplinaires, multifonctionnelles et optimisant donc toute la partie administrative, toute la partie transverse, avec un aspect modulaire, on va dire, en pôles spécifiques qui répondent aux besoins spécifiques de la région et qui pourront évoluer dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, l'idée n'est pas seulement d'avoir une gouvernance qui permet une gestion souple, mais d'avoir aussi un dispositif agile et réactif qui est capable de suivre perpétuellement et dans la durée l'évolution des marchés de l'emploi, que nous savons évolutif, très évolutif dans le futur. Très bien. Et c'est marrant que vous parliez de ça, parce que dans une interview accordée à Média TV, c'était en septembre dernier, le ministre de l'Éducation, de l'Enseignement et de la Formation, brièvement, parce qu'il nous reste vraiment 5 minutes, il dit que personne aujourd'hui ne peut prévoir les métiers de demain. Oui, oui. Mais en fait, c'est contradictoire avec ce que vous dites. Je dis qu'on peut prévoir les besoins sur 5 ans, mais pas sur 30 ans. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les spécialistes internationaux. Très bien. Exactement. Très bien. Et donc, dans ce contexte, il est important d'accorder tout l'intérêt à la compétence transversale, aux compétences comportementales, qui permettront à ce jeune de s'adapter, d'évoluer et de s'intégrer dans son environnement. Qu'en est-il de l'ingénierie de la formation de ces formateurs, Monsieur Blel? Parce que ces gens-là, il faudrait bien... Enfin, qui va former ces jeunes? Ben oui, ça aussi c'est une autre question, donc bien sûr, à laquelle il faut qu'ils puissent répondre. Et je crois qu'ils l'ont intégré forcément, parce que c'est la base. Et il faudrait peut-être créer aussi des écoles spécialisées, permettre aussi à ces gens d'aller voir d'autres modèles ailleurs, de se déplacer dans d'autres pays qui sont plus avancés que nous dans ces domaines, dans les différents domaines. Ça, c'est fondamental. Seulement, je voulais dire que pour ce qui est des nouveaux métiers, effectivement, il y a énormément de nouveaux métiers qui vont venir. Mais n'oublions pas une chose, parce que les gens, ça leur fait peur, alors que c'est une industrie. La robotique, l'intelligence artificielle, etc., c'est une industrie qui devra tourner elle-même. Elle aura aussi des périodes de crise, de retour. Il y aura aussi l'envie de ceux qui seront derrière ces entreprises-là de gagner de l'argent. Nous sommes dans un environnement, oui. Et donc, il y aura l'obsolescence de tout ça. Donc, il y aura des techniciens pour arranger tout ça. Il y aura des conseillers, il y aura des vendeurs spécialisés dans ce domaine-là. Et puis, le fait que l'être humain en lui-même aura plus de temps libre, il y aura énormément aussi de métiers qui viendront avec ça. Et puis, troisièmement, nous sommes en train de prendre l'âge parce qu'on voit un peu partout, la population vieillit globalement un peu partout. Au Maroc aussi, c'est le cas. Au Maroc aussi, et donc, tout ce qui est derrière la
gérontocratie ou gérontologie, etc., va aussi se développer, le soin à la personne. Enfin, il y aura énormément d'autres choses qu'on ne voit pas aujourd'hui, mais qui sont déjà dans les prémices en train Et qui sont déjà pris en compte par rapport à cette feuille de route, en tout cas sur les 5-10 ans, à court et moyen terme, comme vous le dites, Madame Trécha. Alors, on a vu les secteurs, on a vu la régionalisation. Un dernier point peut-être par rapport à cette feuille de route, peut-être par rapport aux échéanciers. Très bien. Donc, si vous permettez, j'aimerais apporter un petit complément sur l'ingénierie. Brièvement, parce qu'il me reste vraiment 2 minutes. Donc, l'ingénierie de formation sera pensée pour apporter justement la polyvalence et libérer la créativité des jeunes, en revoyant l'architecture des curricula et en adoptant de nouvelles méthodes pédagogiques libératrices d'énergie, telles que l'apprentissage par projet, le travail en peer learning ou encore la pédagogie de la classe inversée. Qui élabore cette ingénierie ? Voilà, c'est la question. Donc, ces cités ne vont sans doute pas reproduire les programmes actuels qui eux-mêmes vont être restructurés, parce qu'il ne faut pas oublier que l'un des projets de la feuille de route, c'est la mise à niveau de l'offre actuelle. Donc, étant donné ces 2 chantiers majeurs, nous allons lancer plusieurs chantiers d'assistance technique pour revoir les contenus des programmes. Quand on parle de projets de réingénierie de formation, ça comporte aussi bien la définition des équipements pédagogiques nécessaires, la revue des programmes et des modules y afférents, la formation des formateurs, sur laquelle vous vous êtes questionné tout à l'heure, et donc tout le cycle intégré de la conception jusqu'au déploiement du programme. Et ça sera apporté à travers déjà l'expertise de nos partenaires nationaux, dans le cadre de la coopération internationale avec les pays, avec les experts de référence internationaux, et le reste sera mobilisé sur le budget du programme. Voilà, le temps de cette émission est malheureusement terminé. Merci beaucoup en tout cas d'avoir apporté vos éclairages respectifs par rapport à cette question qui nous intéresse tous et qui intéresse notre société, notre économie en l'occurrence aussi. Merci Madame Trécha d'avoir en tout cas expliqué cette feuille de route de la formation professionnelle, et à vous entendre, on a bon cet amal, cet espoir. Merci beaucoup Saïd d'avoir répondu. Alain André, oui ? J'aurais une question. On va finir sur une question, pourquoi pas. À mon tour. Oui. On a oublié la recherche. Oui. Et c'est un point essentiel. C'est celui qui fait progresser la formation. Très bien. On finira sur cela. Merci beaucoup. Et merci à tous de votre fidélité. Voilà, donc c'était Éco-Débat. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre rendez-vous avec l'économie sur Médien TV et Médien TV Afrique. Et bien sûr, vous pouvez retrouver l'émission sur notre site www.medientv.com. Très bonne semaine à toutes et à tous.